Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence VetinWeb. Ce soir, nous allons aborder les besoins environnementaux du chat ou comment bien vivre chez mon chat. Et pour aborder ce sujet passionnant, nous avons avec nous le docteur vétérinaire Sylvia Masson, qui est donc spécialiste en comportement, psychiatre pour animaux, qui va nous parler de ce sujet. Donc vous pourrez poser tout au long de de la conférence vos questions dans l'onglet chat et on y répondra à l'issue de la conférence ou si le temps ne le permet pas, vous recevrez toutes les réponses par email. Donc voilà, je laisse toute la place au docteur pour cette conférence. Bonne conférence à chacun. Merci beaucoup Esther et puis bonsoir à tous. Je suis ravie de passer ce temps avec vous pour parler du chat et de comment bien vivre chez mon chat. Ce titre un peu amusant, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Donc on va aborder deux parties. D'abord quelques rappels, on va les faire ça rapidement, mais les spécificités du chat, c'est quand même une espèce, c'est pas juste un petit chien. Et puis, on parlera ensuite des aménagements pratiques que vous pouvez faire tous chez vous dans l'environnement de votre chat. Donc, on va commencer par les spécificités du chat. En fait, le chat, on va le voir, il a une tendance solitaire. Alors, c'est pas une espèce complètement solitaire, sinon vous pourriez tout simplement pas avoir deux chats ensemble, mais c'est quand même une espèce non sociale à tendance solitaire. Donc, un petit rappel sur la domestication. C'est vrai que c'est des trucs un peu vieux, c'est l'histoire de domestication, mais ça permet, je pense, de comprendre. En fait, le chien, c'est l'espèce domestiquée la plus ancienne, donc vous voyez, 40 000 ans, donc c'est vraiment très très vieux. Et le chien, c'est une espèce qu'on a domestiquée au départ pour des besoins particuliers, donc notamment la protection du groupe, la chasse. Et du coup, le processus de domestication, c'est très actif. C'est-à-dire que l'humain, il a exercé une grosse pression de sélection en choisissant des individus qui avaient des aptitudes particulières. Et du coup, la pression de sélection, elle a été très forte. Et c'est une espèce prédatrice, le chien. Alors, à l'heure actuelle, le chien domestique, il chasse plus pour se nourrir, mais il peut garder certaines tendances qui vont parfois être des comportements indésirables. Pourquoi je vous parle du chien? On est d'accord que c'est une conférence sur le chat. Donc, cette comparaison-là. En fait, chez le chat, c'est passé très différemment. Le chat, c'est beaucoup plus récent, c'est 10 000 ans. Et le chat est resté beaucoup plus proche de l'ancêtre sauvage qu'il était au départ, du chat sauvage. Et tous les félins, alors pas que l'ancêtre du chat, mais tous les félins sauvages sont des espèces qui sont solitaires et territoriales, qui ont des points communs. Donc, le chat, on l'a sélectionné pour des aptitudes particulières. Au départ, vous savez, c'était sur des bateaux, les marins qui avaient pris des chats parce que ça leur permettait de chasser les souris qui étaient sur place et de protéger leurs grains. Donc, c'était un petit peu un avantage partagé de l'espèce humaine et du chat qui, lui, du coup, avait à manger parce qu'il mangeait les rongeurs. Et donc, c'est une domestication passive, c'est-à-dire qu'on a laissé faire, les chats se sont reproduits en étant en contact de l'humain, mais c'est un processus très différent. Et donc, c'est une espèce qui est encore beaucoup plus proche de l'espèce sauvage que ne l'est le chien, en fait, que son espèce de départ. Et donc, le chat, il a cette particularité aussi d'être encore une espèce proie. Vous savez que votre chat peut se faire attaquer par un chien potentiellement, mais pas que, par des rapaces. Des fois, on entend des histoires comme ça. Donc, il a gardé ce système de peur et d'alarme qui est très développé et ça aura une importance pour la suite. Donc, il va aussi se sensibiliser vite. Chez le vétérinaire, nous, on le voit bien, le chat, si ça se passe mal une fois, deux fois, ça va très, très vite. Et après, vous n'arrivez même plus à le mettre dans la caisse de transport, alors que le chien, il aura une tolérance souvent un peu plus grande. Et sa stratégie de choix, c'est une stratégie de proie, souvent la fuite, l'immobilisation. Après, s'il est bloqué, il fait comme tout le monde, il se défend. Mais globalement, il a vite tendance, c'est pas très dur d'effrayer un chat. Vous faites un gros bruit, vous lui courez dessus, vous avez l'air impressionnant. Il y a beaucoup de chats qui vont tout simplement fuir. Et ça reste quand même malgré tout une espèce prédatrice, mais ce n'est pas qu'une espèce prédatrice, donc, et son comportement parfois de prédateur va ressortir, il chasse encore pour se nourrir, et finalement, ces séquences de prédation, elles font partie du répertoire comportemental normal. C'est pour ça que des fois, quand c'est indésirable, elles vont apparaître trop, et vous allez avoir des chats qui vont essayer de chasser les pieds de leur propriétaire, par exemple. L'autre chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le chien comme l'humain appartient à une espèce sociale. Donc, en fait, c'est une cohésion de groupe. Si vous réfléchissez, vous vous organisez dans vos familles avec des tâches réparties selon les membres de la famille.
Ça permet de pas redéfinir tout ça tous les jours. Ça assure une forme de hiérarchie et donc de règles de vie qui minimise en fait les conflits parce qu'on n'a pas besoin de rediscuter tous les jours qui va faire quoi. Le chien fonctionne comme ça et du coup c'est assez facile pour nous humains de comprendre ce qui peut se passer entre des chiens, en tout cas plus facile de faire des parallèles. Le chat par contre c'est différent, c'est une espèce non sociale, donc il n'y a pas de hiérarchie dans les groupes de chats. C'est pas la peine de dire mon chat est dominant sur mon autre chat, en fait pour eux il n'y a pas de forme comme ça. Et ils n'ont pas besoin de vivre en groupe. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible pour eux de le faire, parce qu'il y en a plein d'entre vous, je suis sûre, qui ont plusieurs chats chez eux et où ça se passe potentiellement très bien. Mais c'est pas un besoin fondamental de l'espèce. Il n'y a pas de règle de groupe et il va apprendre de manière situationnelle qu'il faut éviter certains contextes ou certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas créer des relations inter- ou intraspécifiques et réaliser des apprentissages, mais c'est très différent en termes de fonctionnement d'espèce. La communication interindividuelle, elle va être aussi moins riche puisque du coup, il n'est pas obligé de vivre avec des congénères. Et d'ailleurs, dans la nature, dans les groupes de chats, très souvent, à l'adolescence, ils font le choix de partir du groupe et de vivre plutôt au moins une bonne partie du temps de manière solitaire. La chasse, par exemple, ils la réalisent de manière plutôt solitaire. Et alors, il y a une autrice, Cathy Hickman, qui a écrit un livre qui s'appelle All Cats have Asperger Syndrome, parce que justement, elle trouve que les chats se comportent tous finalement comme les autistes Asperger, et en fait, le caractère non social, ça rejoint ça. C'est-à-dire que elle l'a dit en rigolant, mais c'est pas stupide d'en parler comme ça, puisque de fait, effectivement, le chat, il va pas réagir à côté, en regardant les autres de son groupe et en tenant compte comme le fait d'une espèce sociale. Donc, un petit exemple vidéo de ça. Donc, ça, vous verrez beaucoup de bengales dans les vidéos que je vais vous montrer ce soir parce que chez moi, j'ai 4 chats bengales. Donc, j'ai fait régulièrement des portées avec eux. Donc, j'ai eu la chance de les voir se développer et ça permet d'illustrer pas mal de choses. Vous voyez, le chat gris, il reniflait le marron. En fait, ça, c'est des choses que je vois 10 fois par jour chez moi quand il y en a un qui rentre, un qui sort. Alors qu'en fait, ça va, ils se connaissent. Ils pourraient, mais non, ils vont se redire bonjour, se renifler et avoir tout un rituel d'accueil comme ça, comme s'ils ne se connaissaient pas, en fait. Là, c'est dans l'autre sens pour vous dire que c'est pas simplement toujours l'un qui renifle l'autre. Voilà, il y a plein de prises de contact avec, notamment, on voit bien que l'odorat va rentrer en compte et il y en a pas un qui peut passer la porte sans qu'il y ait une inspection, même si ça arrive plusieurs fois en un quart d'heure. Il va y avoir à chaque fois ces espèces de balais entre eux, d'échanges, notamment d'odeurs. Et ici, alors là, il y avait eu des feulements juste avant. Pareil, quand on a plusieurs chats qui habitent ensemble, là, c'est des chats qui se connaissent bien et qui s'entendent bien. On peut avoir de manière normale parfois des grognements. Et pour un chat, c'est pas anormal de vivre dans une maison avec un autre chat et d'avoir ce type d'échange. Ça ne veut pas dire des blessures, attention, mais en tout cas, des choses de l'ordre du grognement ou du feulement ou du petit coup de patte. Ils ont aussi une tendance territoriale. Là encore, heureusement, ils ne sont pas territoriaux stricts, parce que sinon, vous ne pourriez pas avoir plusieurs chats dans un même endroit. Mais il y a quand même cette tendance qui veut dire qu'ils vont réaliser un certain nombre de marquages et on verra plus tard comment. Un petit rappel sur la vision du chat, parce que par rapport à nous humains, c'est quand même pas tout à fait pareil. De jour, vous avez la vision de comment, à gauche, comment on voit un chat. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus flou et beaucoup moins coloré que ce qu'on voit nous. À l'inverse, de nuit, il voit quand même vachement mieux que l'humain. Donc, le chat, il est fait, en fait, pour chasser au crépuscule grâce à sa rétine qui a, vous voyez, cette forme particulière. Il adapte très bien en fonction de la lumière et ça lui permet d'être très performant pour chasser. Donc, c'est pour ça que dans vos chats à la maison, sûrement, vous les voyez avoir ces espèces de coups de folie. Souvent, on parle un peu de ça. C'est les moments où, dans la nature, ils auraient très envie de chasser. Donc, c'est au moment du lever du jour et du coucher du soleil, parce qu'en fait, c'est là où ils ont les plus gros avantages sur leur proie pour arriver à chasser. Au niveau de l'olfaction, alors là, c'est tout simplement impossible à se représenter, puisque nous, on est vraiment mauvais en tant qu'humains au niveau de l'olfaction. En fait, pour les animaux domestiques, l'olfaction, ça va être que l'écriture est à l'humain un petit peu, et c'est un message qui peut être transmis en l'absence d'émetteur. Donc, c'est le sens le plus développé chez nos carnivores. Et ça, on a beau le répéter quand on fait des conférences tout le temps. Je crois qu'on ne verra jamais ce que c'est que vraiment d'être un chat ou un chien, tellement leur sens est développé par rapport à nous. En tout cas, il faut arriver à se représenter et se dire que nous, on va souvent réagir par rapport à des signaux visuels ou à des bruits, mais que chez eux, finalement, c'est peut-être l'odeur qui a déclenché une réaction comportementale particulière.
Et le chat, c'est encore plus vrai que le chien. Son odorat est vraiment très développé. C'est pour ça que vous avez tous dû avoir l'expérience du chat à qui vous mettez un cachet dans de la pâtée et qui refuse de manger parce qu'en fait, à 3 mètres, il l'a senti. Et ça lui sert en fait aussi pour explorer les marquages des autres chats. Donc le chat, il va réaliser plusieurs types de marquages qui vont lui permettre de se repérer dans son territoire. Il y a le marquage facial, ça c'est quand vous voyez vos chats faire ça, là, frotter les joues contre les objets. Donc ils peuvent le faire sur des objets ou des personnes. C'est pas exactement les mêmes phéromones qu'ils vont déposer dans ces cas-là. Les phéromones, c'est des substances particulières que le chat peut sentir quand il sent celle d'un autre et qui vont lui donner des informations sur l'état physiologique de l'animal qui a laissé ces phéromones. Donc, par exemple, il va être capable de savoir si c'est un mâle ou une femelle, si c'est une femelle en chaleur, si, il va avoir plein de renseignements juste à base de ces phéromones. Donc, c'est quelque chose de très important pour eux. Et nous, on les perçoit tout simplement pas. Donc, vous voyez un petit peu tout ce qu'on perd dans la communication. Et puis, le marquage urinaire, qui est quelque chose qui nous dérange beaucoup quand le chat se met à le faire à l'intérieur de nos maisons. Donc, on reverra la différence entre le marquage et l'élimination complète. Mais le marquage urinaire, pareil, il va contenir plein d'informations. Pour votre connaissance générale, un chat mâle non castré qui fait du marquage urinaire, c'est normal. Et il le fait de manière normale jusqu'à 60 ou 70 fois par heure. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de chats mâles non castrés. Alors, les éleveurs, bien sûr, ils ont des chats mâles pour la reproduction. Mais dans ce cas-là, souvent, ils sont dans une pièce isolée ou un enclos isolé à part. Pour cette raison-là, c'est que c'est juste un enfer de devoir vivre avec un chat mâle non castré en intérieur. Après, vous avez peut-être des histoires avec des exceptions. J'ai vu quelques chats mâles non castrés qui en faisaient beaucoup moins que ça. Mais de manière générale, c'est très compliqué et ça reste un comportement normal. Et donc, plus encore que le chien, le chat vit dans un monde phéromonal qui lui permet de structurer son territoire. Ce que je dis souvent aussi quand on compare les deux espèces, c'est finalement que le marquage territorial est au chat, ce que la hiérarchie est au chien. C'est-à-dire que le chien, il a besoin de ses repères et de son groupe, de la présence de tous les membres de son groupe pour se structurer et pour être bien. C'est pour ça que quand on l'emmène en vacances, tant que son maître est là, en général, ça se passe bien. Alors que le chat, ce qui va lui permettre de s'apaiser au quotidien, ça va être le fait que son territoire, son environnement, tout est bien rangé. Donc, en fait, le territoire du chat, c'est tellement important qu'on peut se représenter comme ça. Ces phéromones, vous voyez à gauche, marquage facial, les griffades, le marquage urinaire, tout ça va lui permettre de rendre son territoire, son environnement apaisant. Et il va structurer ça avec son endroit où il chasse, sa zone d'alimentation, son champ de repos. Et il va faire les petites marques bleues que vous avez sur le dessin. C'est tous les marquages phéromonaux qu'il va faire justement en se frottant contre les objets. Et donc, il y a des études qui ont montré, c'est très intéressant, que quand les chats vont en extérieur, ils empruntent toujours les mêmes chemins. Donc, si vous avez un tracker GPS, c'est bien à la mode en ce moment, et que vous regardez ce que fait votre chat la journée, vous verrez que souvent, les chemins qui parcourent, on a l'impression que c'est quasiment des sentiers marqués. Et un peu à la façon de nous qui passons les uns derrière les autres dans un champ de blé, on va tous choisir de prendre le chemin qui a déjà été emprunté. C'est une forme un peu comme ça, mais façon olfactive, à l'odeur. Et donc, quand il marche, il va déposer aussi des phéromones. Et donc, pour lui, c'est rassurant d'emprunter ces chemins qui sont marqués, où nous, visuellement, évidemment, on voit rien. Et donc, le chat, il va faire des chemins entre ces différentes zones. Donc, en fait, ces histoires-là, c'est vraiment difficile à se représenter, mais ça va expliquer beaucoup de choses qui vont nous faire dire à nous humains, oula, mais le chat, on les comprend pas toujours, c'est un animal mystérieux. Ben oui, parce qu'en fait, il utilise des sens qui sont tellement différents des nôtres que nous, la lecture de ça, elle n'est pas toujours évidente du tout. Donc, cet appartement que je vous ai mis là, c'est pour dire que quelqu'un qui habiterait dans ce studio-là avec, vous voyez, la salle de bain, il manque juste les plaques de cuisson, mais en gros, on a une seule pièce et on a un peu tout. Pour un humain, ça va pas être super pratique d'habiter dans un endroit comme ça. En plus, si on habite à plusieurs et qu'au moment d'aller aux toilettes, vous avez quelqu'un qui est en train de regarder la télé à côté, c'est pas simple. Et en fait, c'est une façon de se représenter, nous aussi, en fait, dans notre appartement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une cuisine, on va faire un salon, on a des toilettes. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de mettre les toilettes dans la cuisine. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et finalement, nous aussi, on organise notre espace de vie, même si c'est moins prépondérant que ne le fait le chat. Mais en tout cas, il faut se représenter comme ça.
Et le chat, c'est exactement comme ça qu'il va en venir à structurer, que ce soit dans une maison ou un appartement, son territoire. Là, c'est simplement pour vous montrer, c'est donc le chat que vous voyez derrière la vitre, c'est un chat inconnu. Et la réaction du chat qui est derrière la vitre, c'est une réaction de chat qui défend son territoire. C'est typiquement une posture d'agression territoriale où le chat que vous voyez le plus près du bas de l'image, lui, il est en position pour lui dire là, tu es en train de rentrer dans mon territoire. C'est des scènes que vous avez dû voir autour de chez vous aussi. Et là, tu n'as pas de raison de venir, c'est mon territoire à moi. Donc, vous entendez les grognements, les feulements, et là, ça rigole pas du tout. Alors, le chat, pour l'instant, part pas. Mais clairement, alors qu'il a rien fait de vraiment agressif, le chat qui est derrière la vitre, mais le chat qui est dans son espace à lui, c'est une vraie intrusion et c'est un vrai problème pour lui. Donc là, il a été suffisamment impressionnant pour que l'autre parte. Des fois, c'est pas le cas. Mais voilà. Donc, retenez ça, espèce non sociale et espèce à tendance territoriale. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, finalement, parce qu'on est là pour parler de comment aménager l'environnement de votre chat chez vous. Donc, on va passer en revue différents comportements et je vais essayer de vous expliquer pourquoi on va faire tel ou tel aménagement. À chaque fois, c'est en fait en rapport avec les besoins naturels du chat pour essayer de lui donner un environnement qui corresponde le mieux possible à ce dont il a besoin. Donc, la prise de boisson, vous le savez sûrement, en fait, le chat, c'est un animal qui aime beaucoup les rituels. Je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui ont des chats, qui aiment bien venir boire au lavabo le matin quand ils se brossent les dents ou qui ont développé des rituels comme ça. Le chat, de manière générale, on a beau lui mettre une gamelle d'eau magnifique, il va toujours choisir d'aller boire là où l'eau est bouge. Il y en a beaucoup qui sont attirés par ça. C'est pour ça que l'histoire des fontaines à eau, l'idée c'est ça, c'est de recréer l'eau en mouvement. Souvent, ils aiment beaucoup mieux ça. Et il y en a beaucoup qui boivent dans la douche, dans le bain. Là, en vidéo, je vous ai mis quelques vidéos, donc vous voyez, ça c'est deux de mes chats qui adorent boire au robinet. Ils ont beau avoir des gamelles d'eau, et j'en ai plusieurs dans ma maison, il n'est pas question de boire dans la gamelle. Ils préfèrent largement, ils viennent même miauler à côté du robinet quand on s'en approche pour qu'on leur ouvre. Alors nous, on a été assez bêtes dans ma maison pour leur ouvrir quand ils le faisaient, puis on trouve ça mignon. Donc on est dépendant de nos chats qui nous font ouvrir le robinet sur commande. Je suis sûre que vous avez plein d'histoires aussi comme ça chez vous. Et puis à gauche, vous voyez, ça c'est un jeune chat avec la fontaine à eau. Lui, plutôt que de boire, il aime bien s'amuser avec l'eau. Pareil, c'est des scènes que vous pouvez voir très très facilement avec le chat. Vous voyez qu'autour de la fontaine à eau, il y a une bonne flaque. Ils adorent faire ce genre de choses. Ça peut aller plus loin. Ça, c'est un de mes chats, le gris Onyx. Onyx, il adore le bain, il adore l'eau, en fait. Il aime bien se baigner, presque. À côté, c'est Lucky, une autre de mes chattes. Et elle, elle aime pas se baigner. Par contre, elle aime volontiers jouer avec l'eau même du bain. Là, c'est de l'eau chaude. Ça les dérange pas. Ils aiment bien boire potentiellement. Ils passent des heures à regarder, observer les mouvements de l'eau. Et puis, alors vous voyez, là, ils sont côte à côte depuis un moment, mais de nouveau, ils prennent chacun des odeurs, comme si un peu ils ne se connaissaient pas. Et puis, vous allez voir ce qu'elle fait à un moment. C'est bien un truc de chat. C'est, tiens, pousse-toi, un peu trop près. Là, j'aimerais me mettre là. Donc, ce qui est important quand on a plusieurs chats, ce genre d'action-là, elle n'est pas étonnante pour un chat. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas tout le temps le même chat et qu'il n'y ait pas de blessure ou que ça n'aille pas trop loin. Donc, là, j'ai pas de vidéo comme ça, mais ça aurait pu être Onyx le gris qui donne un petit coup de patte à l'autre. Il y a un certain équilibre, c'est juste une façon de chat de lui dire pousse-toi, là, j'ai pas assez d'espace. Et donc, Onyx, lui, je vous disais, il aime vraiment beaucoup l'eau. Là, il est tombé dans le bain, mais en fait, vous voyez, il n'est pas très dérangé d'être tombé dans le bain. Il finit par ressortir, mais il n'est pas non plus en panique. Et il nous a fait la même dans la piscine. Donc, voilà, il est descendu dans la piscine qui était en train de se remplir. C'est son truc quand même, Et voilà, Onyx, ça le dérange pas beaucoup, l'eau de la piscine. Il aime bien. Vous voyez que c'est pas un chat qui est en panique parce qu'il a pris l'eau. Alors après, il y en a des chats qui aiment pas l'eau. Ça dépend vraiment des chats que vous avez. Mais il ressort tranquillement et puis il l'a fait plusieurs fois derrière, donc ça l'a pas dérangé du tout. Donc les fontaines à eau, c'est pour ça que ça les attire. Ils aiment beaucoup ce mouvement et alors ça les incite souvent à boire plus. Donc pour les problèmes rénaux, c'est quelque chose qu'on conseille volontiers. Maintenant, on passe au comportement alimentaire. Alors, chez le chat, c'est quelque chose de très, très important. Pourquoi ? On en a déjà parlé. Le chat, c'est à la fois un prédateur et une proie. Il chasse pour se nourrir. Et je suis sûre que même si vous habitez en appartement, vos chats, il y en a beaucoup parmi vous qui adorent chasser, par exemple, les mouches ou n'importe quoi qui va bouger. Les séquences de prédation, elles font partie du répertoire normal du chat domestique. Et donc,
elles ont des conséquences sur son comportement alimentaire. Elles ont aussi des conséquences sur son comportement de jeu qu'on verra plus tard. En conditions naturelles, qu'est-ce qui fait le chat qui doit se nourrir? En fait, il fait 10 à 20 repas par jour. Donc, il passe en réalité pas loin de 8 à 10 heures par jour à chasser. Alors, chasser, ça veut pas dire courir en continu. Mais en fait, le chat, alors on le qualifie de sit and wait predator. Ça veut dire un prédateur qui s'assoit et qui attend. Donc, c'est pas un prédateur qui va courir beaucoup. Il va attendre qu'une proie approche, il va surveiller, et quand elle est à portée, là, hop, il va sauter dessus. Donc, il passe beaucoup de temps d'observation. Et du coup, il passe aussi beaucoup de temps à rater, parce que des fois, il saute dessus, il se plante, il n'a pas la sauterelle, donc il réattend, il attend une autre petite proie, et puis il va ressauter dessus. Et dans la nature, les proies, elles sont pas facilement disponibles. Il n'y a pas des tas de sauterelles mortes en bas des arbres, donc du coup, c'est très ponctuel. Il passe beaucoup de temps, il rate beaucoup. Et donc, si on veut lui amener un environnement en intérieur qui soit proche de ça, il faut absolument qu'on arrive, en fait, à lui donner quelque chose qui se rapproche de cette façon de se nourrir. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on a tendance à lui donner des gamelles normales, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va tout simplement manger beaucoup plus que la normale. Moi, ce que j'explique souvent à mes clients, c'est que si on me faisait habiter dans une boulangerie-pâtisserie et que je puisse manger à volonté tout ce que je veux toute la journée, c'est sûr que je ferais 60 kilos de plus que ce que je fais et je mangerais bien au-delà de ma faim, en fait. Et le chat, c'est un animal qui vit dans des zones où il n'y a pas forcément beaucoup à manger à la base. Et donc, il a un système qui est plutôt fait pour l'aider à trouver de la nourriture. Donc, si on le met dans des conditions où il y a à foison à manger, il risque de manger bien au-delà de ce qu'il doit. Or, son système pour limiter les excès de poids, son système qui permet de limiter l'obésité, il n'est pas très performant. Lui, il est plutôt fait pour se débrouiller s'il a très peu à manger. Donc, c'est pour ça que vous voyez sur le marché énormément de gamelles alimentaires. Elles ont toutes le même but, c'est de ralentir la prise d'ingestion du chat. Si vous lui donnez une gamelle normale, admettons qu'à chaque repas qu'il fait, il mange 25 croquettes. Et ben, si on lui donne ce type de gamelle-là, à chaque repas qu'il va venir faire, il risque d'en manger que 18 ou 17. Et l'air de rien, repas après repas, mois après mois, année après année, bah, ça fait toute la différence entre un chat qui est en bonne forme, en poids optimal, versus un chat qui va devenir obèse. Donc, en gros, l'idée, c'est de complexifier la façon qu'il a de se nourrir, de supprimer complètement les gamelles normales et de lui donner uniquement accès au repas via ce type de système. Je vous ai barré ces deux-là. Pourquoi? Parce que moi, je les trouve trop faciles. Alors, si votre chat est vraiment pas du tout en surpoids, que c'est pas un glouton du tout, qui est très très raisonnable dans la nourriture, bah, ça peut tout à fait convenir, voire même une gamelle normale. Mais la moyenne des chats qu'on a, ils ont plutôt tendance à manger trop. Et le fait que la plupart des chats et chattes soient stérilisés à l'âge adulte, la stérilisation, elle diminue les besoins énergétiques qu'on a. Et du coup, bah, ils ont encore moins besoin de manger. Donc, ça fait une combinaison qui fait qu'on se retrouve avec, à l'heure actuelle, beaucoup trop de chats qui sont en surpoids. Donc, celui qui est tout à gauche, vous voyez, c'est un peu un objet de torture en réalité. En fait, dans ces systèmes d'alimentation, il faut presque essayer d'être un peu pervers avec votre chat. C'est-à-dire que plus c'est difficile, plus évidemment ça va l'occuper longtemps et moins il mangera à chaque repas. Donc, c'est un petit peu l'idée qui est derrière. Et donc là, vous voyez, c'est des petits tubes. Les croquettes, elles sont dans les tubes rouges et donc ça tourne autour d'une barre. Donc le chat, il doit apprendre à mettre un petit coup de patte pour faire tourner le tube. Et quand le tube tourne, bah, il y a 2-3 croquettes qui tombent et vous voyez qu'elles tombent en plus dans un labyrinthe où il va en plus devoir mettre la patte pour faire sortir les croquettes. Donc ça, c'est pour moi un des plus durs qu'on ait sur le marché. Et sur des chats très motivés qui ont tendance justement à être frustrés, à s'ennuyer, bah, du coup, c'est un système qui est intéressant. Après, il y en a plein d'autres. Le Pipolino, qui est un très connu et un des premiers qui est arrivé sur le marché il y a plus de 10 ans maintenant. Celui-là, alors, vous pouvez régler la taille des trous et le faire plus ou moins dur, mais il a tendance à être beaucoup plus facile que celui d'avant. Donc après, bah, il faut tester avec votre chat. Et alors, bien sûr, alors ça, c'est une démonstration du chat d'un ami. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, bah, vous voyez, il vient et effectivement, alors là, c'est un plateau de jeu où il y a différentes sortes de jeux. Et vous voyez comme il fait, hop, il prend avec la patte. Et du coup, en termes de temps de grignotage, bah, c'est un peu comme quand on nous dit à nous, bah, pour faire des régimes, penser à mâcher lentement, prendre le temps de manger, etc. En fait, c'est un petit peu cette stratégie-là aussi. Et bien sûr, aussi, ça a l'avantage d'occuper le chat pendant la journée.
Donc, même en maison, ça peut avoir un intérêt, mais c'est sûr qu'en appartement, si le chat il n'a pas l'occasion du coup d'aller chasser des petits insectes dehors, bah là, c'est un vrai temps d'occupation intéressant. Ça, c'est la version do it yourself. Donc clairement, vous trouverez sur Internet, maintenant, il y a des tonnes de blogs avec des super illustrations de ce qu'ont pu faire les gens et inventer. Alors c'est souvent à base de rouleaux de papier toilette. Là, à gauche, vous avez des bocaux en verre. Vous en prenez 3 ou 4 type bocal de ratatouille. Et puis, vous les scotchez pour pas que le chat, s'il y en a qu'un, il va le renverser, il va mettre la tête dedans. Et du coup, ça permet de le stabiliser. Ça peut être à base de briques avec, vous voyez, les petites croquettes au fond. Vous pouvez mettre ça en plus en hauteur. Vous voyez, comme à droite, c'est des photos que j'ai prises sur Internet où on voit que les gens ont été super inventifs. Donc, on peut faire plein de systèmes. Plus c'est compliqué, plus vous êtes inventif, et mieux c'est en fait. Et alors, souvent, je sais que les gens me disent, mais j'ai peur que mon chat n'y arrive pas, il ne va jamais comprendre comment ça marche. Honnêtement, j'ai jamais vu de chat qui n'y arrive pas. Ils sont super malins, ils sont quand même capables de chasser des mouches qui volent super vite. Et donc, en vrai, souvent, c'est zéro problème pour eux. S'il a l'air de pas comprendre, vous pouvez toujours faire tomber 1 ou 2 croquettes à côté pour lui faire voir comment ça marche. Mais vraiment, je crois que c'est pas difficile pour eux. Ça, c'est la démonstration, pareil, en vidéo. Donc, c'est un confrère qui avait mis ça dans sa salle de consultation pour que, justement, les chats, quand ils viennent... Alors, lui, il est malin, c'est un jeune chat. Il arrive, le pot est grand, et là, vous voyez qu'il arrive à mettre la tête dedans. Mais ils comprennent très vite comment faire avec leurs pattes. Et puis, derrière, ils jouent avec. Alors, vous pouvez rajouter, par exemple, un tupperware dans lequel vous mettez les pots en verre, ce qui fait que le chat, il va plusieurs fois devoir mettre la patte pour sortir une croquette. Enfin, il n'y a pas de limite à la complexité de ces trucs-là, mais l'important, c'est de voir votre chat qui prend vraiment plus le temps de manger et presque, vous pouvez essayer de compter combien de croquettes il mange par repas, vraiment de limiter ça légèrement et vous allez voir que c'est vraiment utile de le faire. Pour tous les chats, honnêtement, je pense que ça a un intérêt. Nous, on conseille en tout cas quasiment à tous les chats, même en premier vaccin, même quand ils vont très bien, même quand ils sont pas en surpoids. C'est, je pense, une forme aussi d'occupation et de jeu pour eux. Et pourquoi c'est si important que ça chez le chat? C'est que le chat en surpoids, honnêtement, on est vraiment mal quand un chat est en surpoids pour lui faire perdre du poids. Alors bien sûr, on va vous dire, oui, on peut rajouter des courgettes dans la ration, des courgettes cuites, ça augmente le volume alimentaire, ça diminue les calories, il y a une teneur en fibres élevée. Mais déjà, il y a des chats qui n'aiment pas les courgettes cuites. Ensuite, il faut les préparer vous-même, c'est pas toujours simple. Et puis, malgré tout, c'est assez... Comme on n'a pas le droit, en fait, ça je voulais pas préciser, mais un chat qui ne mange pas pendant plusieurs heures, il va être en souffrance et il y a un risque majeur qu'il fasse une lipidose hépatique ou une pancréatite. Enfin, en tout cas, c'est très mauvais pour son système digestif parce que il lui manque un certain type d'enzymes qui font qu'il rentre vite en souffrance au niveau de son foie. Donc, on n'aime pas du tout mettre un chat à la diète. Donc, l'idée de vous dire, pour faire maigrir mon chat, c'est pas grave, il lui faut 50 grammes de croquettes par jour, je vais donner 25 le matin, 25 le soir, c'est très mauvaise idée. Parce qu'en fait, ça va générer, il n'est pas fait pour manger comme ça, il est fait pour grignoter le chat. Et du coup, ça va le mettre en souffrance entre deux. Il risque d'y avoir un effet rebond puisqu'il aura tellement faim quand il aura ses 25 grammes, il va se jeter dessus comme un glouton. Et du coup, c'est vraiment pas adapté pour son comportement alimentaire non plus. Donc, on ne peut pas se permettre de faire ça. Et c'est ce qui fait que les régimes chez le chat, c'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas juste limiter les calories, dire, 2 fois 10 grammes par jour, c'est bon, il va maigrir. Et si on ne lui donne pas à manger pendant 1 jour, 2 jours, là, on est quasiment sûr de le mettre en risque majeur pour sa santé. Les lipidoses hépatiques, c'est vraiment des choses graves dont les chats peuvent mourir. Donc, on fait surtout pas ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme solution? S'il est trop gros, on peut simplement prendre des croquettes de régime qui vont, elles, être moins caloriques, ou des croquettes de maintien de poids qui sont un intermédiaire, et puis espérer qu'il ralentisse sa prise de nourriture. Alors, il faut qu'il en ait tout le temps à disposition. Le système des bocaux en verre, moi, j'aime bien parce que le chat, il voit qu'il ne va pas manquer de nourriture. Souvent, on va mettre au fond des bocaux de quoi manger 3-4 jours, mais en fait, ça va lui durer effectivement 3-4 jours. Et puis, n'hésitez pas à mettre plusieurs systèmes différents dans la maison, voire même ce qu'on conseille aussi souvent, c'est tous les matins, les enfants aiment beaucoup faire ça. Ils prennent 5-6 croquettes et ils les cachent dans les ongles. Et le chat, en fait, il va les trouver sans problème avec son odorat. Pareil, ça va l'occuper. Donc, en tout cas, chez le chat, il vaut vraiment mieux, en termes de poids, prévenir que guérir. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus intéressant de mettre en place des systèmes très jeunes, même quand le chat va bien.
plutôt que de se retrouver avec un chat qui est en surpoids, parce qu'on sait tous que les régimes chez le chat, c'est vraiment un challenge et que c'est pas facile du tout à réussir. Pourquoi je vous parle des jackpots alimentaires? Je ne sais pas si vous en avez avec vos chats. Personnellement, j'ai pas d'interdit chez le chat. L'essentiel, c'est de trouver quelque chose qu'il aime bien. Ça peut être une boîte de thon, je vous ai mis du râpé de jambon. Enfin, ça peut être n'importe quoi que votre chat aime. Il y a plein de petites friandises pour chat qui existent aussi maintenant. L'intérêt de faire ce genre de choses, c'est que, vous le savez, chez le chat, c'est vraiment pas facile de leur donner des traitements. Et donc, prendre l'habitude de leur donner un espèce de rituel où, par exemple, tous les jours, on va leur donner une cuillère de pâté ou une petite cuillère avec du thon ou quelque chose, vraiment un rituel particulier de quelque chose qu'ils adorent. En fait, vous êtes en train de capitaliser pour la suite pour que votre chat accepte de manger facilement les médicaments. Ça, c'est simplement mes chats en vidéo. Je fais ça, je leur donne une fois par jour de la pâtée. Ils viennent tous. Alors là, je peux vous dire que c'est un rappel à la vitesse de la lumière. C'est rien qu'au clic de la boîte de pâté, ils arrivent tous très très vite. Même s'ils étaient dehors, vous pensiez qu'ils étaient loin. En fait, ils arrivent tous et ils vont manger leur pâté. Le jour où il faut donner un traitement à l'un d'eux, c'est du coup beaucoup plus facile. Donc c'est tout bête, on n'y pense pas toujours. Le problème, c'est que ce rituel-là, le jour où il faut donner des traitements à votre chat, si vous le mettez en place le jour même, ça ne marchera pas en fait. Il va tout de suite voir qu'il y a quelque chose dedans. Donc pour que ça marche bien, il faut vraiment qu'il ait l'habitude de prendre ça tous les jours. Et puis le jour où exceptionnellement on doit mettre quelque chose dedans, là ça passe super bien. On passe maintenant à la litière et à la propreté. Gros sujet aussi chez le chat. Donc l'apprentissage de la propreté, en fait, c'est rigolo. Ça, souvent les gens me disent « Oh là là, j'ai eu un chaton de 2 mois, il est déjà propre ». Bah oui, en fait, le chaton, alors il apprend en partie par sa mère ce qu'il va voir faire, mais disons que la litière, c'est l'endroit qui lui paraît le plus approprié comme toilette, a priori parce que c'est mou. Et dans une maison, alors mis à part peut-être les pots de fleurs pour certains chatons, grosso modo, c'est ce qu'il va préférer pour aller faire ses besoins. Donc c'est normal qu'à l'adoption, il soit propre, il doit l'être. Et pourtant, le marquage urinaire ou la malpropreté, c'est des motifs très fréquents en consultation de comportement. Et donc, on va passer en revue ensemble les règles de base à respecter pour la litière. Donc, première chose à faire, c'est essayer de faire la différence si ça arrive à votre chat. Est-ce qu'il fait du marquage urinaire ou est-ce qu'il fait de la malpropreté? Le marquage urinaire, c'est la photo que vous avez. Donc, c'est un chat qui va en fait se mettre face à une surface verticale. En fait, il se recule et là, il va faire donc contre l'arbre qui est à droite. Il a la queue qui est bien dressée. Souvent, elle frétille. Et je suis sûre que vous les avez déjà vus, les chats, faire ça. Et ils font un spray d'urine horizontal. Donc, vraiment, le but, c'est de marquer une surface verticale. Le spray d'urine, des fois, on le voit même pas visuellement. Alors, des fois, c'est une quantité. Il y a des chats qui vont faire une quantité conséquente. Donc, vous allez avoir quelques gouttelettes qui vont couler le long du mur ou en bas du meuble. Et parfois, vous ne voyez rien du tout, mais vous avez une odeur et vous dites c'est pas possible, il a fait quelque part, vous n'arrivez pas à trouver. Souvent, c'est parce que c'est du marquage. Et donc, l'objectif pour le chat qui fait ça, c'est vraiment un objectif de communication. Il est en train de dire, là, c'est chez moi, ça fait vraiment partie du marquage qu'il va faire à la périphérie de son territoire pour dire, bon, là, les gars, c'est pas la peine de passer, ça fait partie de ma propriété à moi et vous seriez gentils de rester dehors. Et ça a aussi un rôle donc olfactif phéromonal. Les chats qui viennent aux alentours, ils vont pouvoir renifler ça et savoir qui est le chat qui habite là en quelque sorte. La malpropreté urinaire, c'est différent. Donc là, vous voyez qu'il prend une position accroupie. Sa queue, elle est plutôt horizontale. Et là, le jet d'urine, il va être dirigé vers le sol. Et là, le but, c'est tout simplement d'uriner, d'éliminer le contenu de sa vessie qui est pleine. Mais c'est assez fréquent qu'on ait des problèmes de marquage urinaire d'un chat qui se sent pas bien dans son territoire, qui essaye d'envoyer des messages. Par exemple, je sais pas, si on nettoie vraiment trop souvent les meubles, on enlève tous les marquages du chat, lui, il va se sentir pas à l'aise dans son environnement. Et donc, il va décider de marquer un peu plus pour dire « Oh les gars, c'est chez moi ». En fait, encore une fois, c'est olfactif tout ça, donc c'est très difficile. J'essaie de vous donner des images, mais le chat qui fait du marquage, que ce soit urinaire ou avec ses marquages faciaux, c'est un peu comme si vous mettiez des post-it sur les éléments chez vous et que quand il y a un post-it, ça veut dire que c'est bon, le canapé, il est à moi, quoi. Donc le chat, il rentre dans une pièce, c'est comme s'il y avait des post-it partout sur les objets et c'est rassurant pour lui parce qu'il dit « Ok, tout est bien rangé, tout est à moi, tout est tranquille, tout va bien ». Donc ce marquage-là, il est vraiment très important pour lui et donc quand vous avez des problèmes de marquage urinaire, on sait qu'une des causes majeures de ces problèmes débutants,
quitter la litière dans plus de 50% des cas, c'est parce que le chat, il trouve que tout simplement les toilettes sont sales. Donc, il décide d'aller faire ailleurs où en tout cas, il manifeste du marquage en disant là, je me sens pas très bien parce que mes toilettes, c'est pas l'idéal et quand je veux aller faire mes besoins, ben, ça va pas. Du coup, ça a été beaucoup étudié, quelle litière il faut pour que le chat aille bien dedans. Et vous avez des tonnes de litières. Maintenant, il y a même des litières connectées qui s'auto-nettoient une fois que le chat est passé. On a des trucs un peu design faits vraiment pour que ce soit presque un objet de déco dans le salon et que ça sente pas mauvais, etc. Donc, on va regarder un petit peu ce qui est important. Donc, la litière, la première chose, c'est l'emplacement. On l'a dit tout à l'heure, le champ d'élimination. Ben oui, les toilettes, elles sont pas au milieu de la cuisine, donc on met pas la gamelle d'aliments avec la litière à côté. Alors, on a souvent le cas de personnes qui habitent dans des appartements ou des studios très petits et du coup, ils nous disent comment on fait, moi, j'ai pas 5 pièces pour mettre tout ça. Alors, quand on n'arrive pas à faire sur le sol, il faut pas hésiter avec le chat à utiliser les 3 dimensions. Donc, on peut très bien mettre sur le haut d'une table la gamelle et puis à côté de la boisson et puis en dessous de la table, éventuellement la litière quand c'est très petit. On peut se servir de ça en fait. Donc, le nettoyage, effectivement, les toilettes à droite, c'est pas ceux dans lesquels on a envie d'aller non plus. Donc, le nettoyage, les règles, c'est les suivantes. Les crosses, idéalement, il faut les vider 1 fois par jour. On nettoie la litière complètement 1 fois par semaine. Et si vous avez une litière agglomérante, on va enlever les agglomérats d'urine aussi 1 fois par jour, si possible. Un truc qu'on ne dit pas assez souvent, le bac de litière, s'il est en plastique, il va s'imbiber d'odeur. Encore une fois, nous, on n'a pas l'impression, mais le chat, il n'a pas le même odorat. Et c'est bien de changer le bac 1 fois par an, parce qu'il peut y avoir vraiment des odeurs d'urine ou de sel qui vont rester pour le chat, même si nous, on ne les sent pas. Nettoyer avec de la javel, c'est un conseil qui est pertinent, parce qu'en fait, la javel va attirer le chat. Donc, autant il ne faut pas nettoyer quand il fait en dehors de la litière avec de la javel. Mais par contre, nettoyer votre bac à litière avec de la javel, ça va plutôt l'attirer à revenir faire dedans. La taille, là, c'est pareil. Dans le commerce, vous allez trouver la plupart des litières vendues en grande surface, elles sont tout simplement pas assez grandes pour un chat. Donc, c'est tout bête, mais la règle, c'est la longueur de la litière. Ça doit être 1,5 fois la longueur de votre chat sans la queue. Donc, si vous avez un Maine Coon, un Maine Coon qui est sacrément balèze, vous faites 1,5 fois, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de litières qui vont être assez grandes pour votre chat. À gauche, je vous ai mis en photo un modèle qui est plutôt une très grande litière et c'est quasiment les plus grandes en tout cas que moi j'ai pu trouver. Elles se trouvent que sur Internet et pour un Maine Coon, c'est tout juste ce qu'il faut. Les litières fermées, souvent, elles sont de plus petite taille et donc en largeur, il faut 1 fois la longueur du chat. Le nombre, en général, on dit le nombre de chats plus 1. Donc, si vous avez 4 chats, il faut idéalement 5 litières. Après, clairement, si vous avez 4 chats, que vous avez 3 litières, que vous n'avez jamais de problème de pipi en dehors de la caisse, ne vous prenez pas la tête, c'est que tout va bien en fait. La règle numéro 1, c'est celle-là. C'est si vous avez quelque chose qui ne correspond pas forcément au conseil que je vous donne là, comme les recommandations, on va dire, absolues quand il y a des problèmes, si tout va bien chez vous, tout va bien chez vous et c'est parfait. Hein. Le bac ouvert ou bac fermé, là, il y a des études qui ont montré, alors que pour l'urine, le chat, il va plutôt préférer le bac ouvert, mais pour les selles, il va plutôt préférer fermé. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément les deux sortes chez vous. Si tout va bien, encore une fois, tant mieux pour vous. En fait, le bac ouvert, il a cet avantage qu'il y a moins de risque d'aversion de la litière, c'est-à-dire que le chat se mette à vraiment détester sa litière, et notamment à cause de la porte qui est sur les litières fermées. Cette porte, au moment où le chat la franchit, des fois, elle va claquer derrière lui et il y a beaucoup de chats qui se mettent à avoir peur à ce moment-là. Donc, si vous avez fait le choix d'une litière fermée, ce qui peut être malin, en tout cas, c'est très souvent conseillé, c'est d'enlever la porte. Pareil, j'ai déjà vu des cas où il y avait plusieurs chats et où il y avait un des 2 chats qui attendait l'autre à la sortie de la litière pour lui mettre un trou avec la porte sur le nez. Enfin, ça créait des gros problèmes entre les chats. Donc, des fois, c'est des trucs tout bêtes comme ça. Mais surveillez ce qui peut se passer autour de la litière. Si vous voyez effectivement un chat qui campe pour attendre la sortie de l'autre, c'est pas très bon signe. Et en plus, il se sert de la porte comme de punching ball pour frapper l'autre chat, vaut vraiment mieux enlever la porte. Donc ça, c'est pour le côté ouvert-fermé. Et le contenu de la litière, agglomérante ou minérale, là, c'est pareil en fait. On dit toujours que chez le chat, il n'y a jamais de règle absolue parce que les chats, ils ont quand même des préférences individuelles qui peuvent être très très différentes d'un individu à l'autre. Si votre chat, ça marche très bien avec de la litière non agglomérante, c'est parfait.
Le conseil, encore une fois, parce que dans les études, les préférences générales des chats, c'est plutôt ça. Alors, agglomérante, non agglomérante, ça n'a pas forcément d'importance. Minéraux, cristaux ou écologiques, pareil, ça n'a pas forcément d'importance. Il y a des chats qui vont préférer certains types. Mais souvent, ce qu'ils préfèrent, c'est une granulométrie fine, c'est-à-dire quelque chose de plutôt sableux que des gros morceaux. Là encore, si vous avez des gros morceaux et que votre chat va dedans, c'est très bien, ne changez rien. Et par contre, évitez les litières parfumées. Je sais bien que pour nous, c'est plus agréable d'avoir la litière version fraise Pagada, sauf que pour le chat, c'est extrêmement désagréable. C'est vraiment comme quand vous allez dans des endroits où il y a du parfum vraiment haut de parfum et où en fait vous trouvez ça presque écœurant ou désagréable. Je pense que c'est litière parfumée. Pour l'odorat d'un chat, ça produit ce genre d'effet. Donc souvent, ils n'aiment pas ça, même si pour nous, c'est plus agréable. Le comportement de jeu, maintenant. Donc la fonction du jeu, c'est assez toujours un peu mystérieux le jeu, mais on pense qu'il y a quand même évidemment du plaisir avant tout, découvrir le monde, s'entraîner pour la chasse, s'entraîner à se contrôler. En fait, quand ils apprennent entre frères et sœurs, quand ils sont petits, c'est des grands moments qui les aident à mieux se comporter plus tard, à contrôler leurs blessures, leurs morsures. Et puis, ils apprennent à communiquer également avec leur fratrie. Alors, il faut vérifier la symétrie quand vous avez plusieurs individus qui jouent. Sur des chats, ça peut paraître parfois violent. Vous allez entendre des feulements, vous allez voir des courses des fois effrénées. Et effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on vérifie l'absence de blessure. Un chat qui a 6 mois, il doit contrôler sa blessure, sa morsure, sa locomotion. Ça veut dire qu'il ne doit pas, même dans le jeu, même dans l'excitation et même avec un humain, sortir les griffes, mordre ou vous blesser dans des actions de jeu. Là, c'est des chats à l'extérieur. Donc là, vous voyez, ils jouent. On a l'impression qu'ils arrivent très, très vite. Mais finalement, il n'y a pas de contact entre les chats. Et même si la course, elle est rapide, ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a tamponnade à la fin ou est-ce qu'il y a sortie de griffes et attaque violente. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. C'est que le jeu est plutôt bien contrôlé. Donc là aussi, dans les jouets, vous allez trouver tout. Il y a vraiment, c'est un grand marché, le marché des jouets pour chats. Il y a des chats qui préfèrent les cannes à pêche, il y a des chats qui préfèrent les balles, vous allez trouver vraiment plein de choses. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que notamment pour les chats qui n'ont pas d'accès extérieur pour chasser, ça va aussi jouer un rôle dans ce comportement dont on parlait tout à l'heure de prédation. Et effectivement, ça leur permet d'exercer des séquences comportementales type prédation qu'ils ne peuvent pas forcément faire sur des proies vivantes parce qu'ils n'ont pas de proies vivantes à disposition tout simplement. Donc, on sait que notamment les chats d'appartement, le fait d'avoir un milieu où on leur propose du jeu et du mouvement, ça va enrichir. Ça va. Bonjour, c'est bien Sylviane et je... On a un petit problème avec le micro de Sylvia. Je vais tout de suite voir avec elle, là. Je suis désolée. Il y a un petit problème avec son micro. Bonjour, c'est bien Sylvia. Sylvia, nous avons un problème. Oui, Sylvia. Allô? Oui, ça y est, c'est bon. Donc, voilà, je pense qu'on m'entendait plus, ça a coupé sur le téléphone, donc je me suis interrompue le temps que vous redécrochiez. Donc, je continue, si c'est tout bon. C'est tout bon. Donc, on disait, tous les jeux, vous avez une variété de jouets très différents à disposition. Il faut, je pense, choisir les jouets que votre chat préfère. Et en fait, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher compliqué avec le chat. Là, je vous ai mis la version Do It Yourself. Pareil, c'est le chat d'un ami. Vous voyez, il a pris une boulette de papier aluminium, il l'a pendu à un fil, un petit rouleau de papier toilette terminé. Et le chat, en fait, il adore vous lancer une boulette de papier. Souvent, ils vont adorer ça. Donc, pareil, vous voyez, nous, c'était l'anniversaire de mon fils la veille. Il restait des ballons. Finalement, le chat, il a trouvé que le ballon, c'était beaucoup plus drôle que finalement tous les jouets qu'on pouvait avoir pour eux dans la maison.
Au passage, vous voyez que sur cette vidéo, le chat n'a pas explosé le ballon. Alors, je dis pas qu'ils le font jamais, hein, ça leur est largement arrivé de le faire, mais tout ça pour vous dire que c'est un chat qui joue. Il n'est pas censé mordre et griffer de la main. Et comme je vous ai mis aussi, le maître propose, le chat propose. Alors, un petit passage sur le laser. Je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui ont joué au laser avec leur chat. Évidemment que c'est très excitant pour le chat. Alors après, ça c'est une vidéo internet. En fait, là, quand on voit le chat, on se dit non mais là, il devient complètement fou. Effectivement, c'est pas très difficile de rendre un chat complètement fou en jouant au laser. Et honnêtement, si vous voulez absolument jouer au laser avec votre chat, il y a un truc indispensable à faire, c'est de lui donner quelque chose à la fin. Genre, vous jetez une vraie balle ou vous jetez une croquette. Parce qu'en fait, sinon, ça génère une frustration phénoménale. C'est comme de vouloir jouer avec un petit dessin ou si on vous fait faire un jeu et vous essayez d'attraper quelque chose et en fait, quelque chose, il n'existe pas, quoi. Donc, ça génère énormément de frustration et c'est pas forcément une bonne idée. Alors, je sais bien qu'Internet, on voit beaucoup de vidéos où ça fait beaucoup rire les gens, mais je pense que du point de vue du chat, c'est tout sauf rigolo. Le comportement exploratoire. Donc, le chat, il passe beaucoup dans sa activité de recherche de proie également. Il va passer beaucoup de temps à explorer, à regarder, à observer. Donc, il n'est pas censé détruire les objets. Un chat qui grignote les tables, un chat qui va vous alors faire ses griffes, normalement, il les fait sur son lieu de repos, hein, sur son arbre à chat. Mais en tout cas, votre chat n'est pas censé abîmer avec ses dents ou ses griffes votre mobilier. Et s'il ingère des objets qui ne sont pas alimentaires, là, c'est franchement anormal. Il faut vraiment en discuter avec votre vétérinaire. Et puis, il va faire une exploration olfactive, c'est-à-dire qu'il va renifler la plupart du temps. Et ça va prendre une place très importante. Dans le comportement exploratoire, quand on le voit donc explorer des objets nouveaux, on voit très bien ce statut de proie et prédateur. Et on va le voir aussi faire ses marquages de plus en plus. Il ne va pas se contenter donc d'aller renifler, il va se frotter contre les objets. Et ça apparaît en période pubertaire. Donc sur les humains, il va faire sur les familiers, les humains qui estiment faire partie de son territoire et faire partie des choses qu'il aime bien et qui l'apaisent. Il y aura les familiers. Donc si vous réfléchissez, votre chat, il se frotte probablement, sauf qu'il est très, très, très sociable, essentiellement avec les membres de votre famille. Et peut-être qu'il le fait un petit peu avec les visiteurs qu'il connaît bien, mais a priori, avec les inconnus, c'est pas quelque chose que vous allez le voir faire. Et par contre, le marquage facial, il va le faire sur tous les objets dans votre maison. Les griffades autour de ces lieux de repos, donc souvent, ça va être, si l'arbre à chat, c'est un endroit où il aime bien aller, vous allez le voir faire ses griffes autour. Et si il y a des pièces où il aime bien se reposer, il risque de faire ses griffes verticalement à cet endroit-là. C'est un moyen de signaler aux autres chats que, attention, là, c'est une zone où je me repose et vous seriez gentil de pas rentrer. Et puis, marquage urinaire, normalement, uniquement en périphérie du territoire. Donc, quand il y a la litière dans l'appartement, il est pas censé le faire. Là, c'est un chaton qui voit pour la première fois une tortue dans mon jardin. Donc, effectivement, vous voyez qu'il est très intrigué. Alors, il a un peu de peur, hein. Vous allez voir, il y a des mouvements où vraiment on sent qu'il n'est pas à l'aise. Mais par contre, il a quand même cette curiosité d'aller explorer. Et en fait, la peur, on va considérer qu'elle n'est pas exagérée quand l'animal, il est capable derrière d'aller prendre contact. Vous voyez ce statut propre prédateur. Le chat gris, il est en train d'explorer. Il y a un petit bruit, il a tout de suite tourné la tête. Donc, il est tout de suite vite en alerte comme une proie valet. Et voilà, là, le petit chat est très intrigué par la tortue et qui va quand même, vous voyez, j'avance pas, j'hésite, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, ça fait quand même peur. Donc, chez le chat, vous voyez beaucoup de postures de ce type-là. Ici, exactement pareil, c'était la première fois que j'avais mis en route le robot serpillière. Et donc là, vous voyez, ça a intrigué tous les chats, ils le suivent et à la fois, ils ont quand même cette curiosité d'aller voir. Vous voyez ce sursaut-là, donc c'est de la peur, mais c'est pas une peur exagérée ou carabinée. Et puis encore une fois, c'est normal d'avoir peur. Hein. Si on n'avait pas peur, on serait tous morts parce qu'on aurait sauté d'une falaise et qu'on n'aurait jamais peur de rien. Donc la peur, c'est protecteur, ça nous permet de survivre face à des dangers réels. Par contre, ce qui va se passer, et ce qui doit se passer avec vos chats aussi, c'est que quand ils explorent un nouvel objet et qu'ils se rendent compte que c'est pas dangereux, vous voyez, là, elle met la patte, une d'entre elles, l'autre, elle est pas loin, celle qui est la plus à droite, elle est pas loin, on va dire qu'elle se fait toucher par l'appareil. Là, elle a bien vu que c'était pas vraiment dangereux. Elle n'est pas plus inquiète que ça. C'est ce type de comportement que vous devez observer chez vos chats quand vous les mettez en contact avec des choses nouvelles, ou soit des objets nouveaux, soit des bruits nouveaux.
Et donc, ce qu'il faut, c'est que rapidement, hein, là, le deuxième jour, il réagissait même plus. Il pouvait faire la sieste quand on mettait l'appareil en marche. Donc, vous devez observer comme ça des progrès d'habituation dans le comportement exploratoire. Et quand ils sont jeunes, notamment, on conseille beaucoup de les mettre en contact avec des choses nouvelles pour qu'ils s'habituent plus de choses possibles. Donc, ce comportement exploratoire du chat, c'est très important. Ils aiment beaucoup explorer en hauteur. Ils aiment beaucoup, les chats, aller voir ce qui se passe dans tous les recoins, y compris dans les 3 dimensions. Je vous ai mis en 4 dimensions. Pourquoi ? Parce qu'il y a la dimension temporelle. Si vous avez plusieurs chats, vous allez remarquer que vos chats, en fait, ils occupent parfois le même canapé, mais pas à des heures équivalentes. Que le chat numéro 1, lui, il fait sa sieste sur un des fauteuils le matin, que l'après-midi, c'est plutôt l'autre chat qui vient sur ce fauteuil. Donc, en fait, dans les espaces qui sont petits, en appartement, et notamment quand c'est très petit, je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aménager en hauteur et à vous servir de ça. Donc, les arbres à chat, c'est un peu ce principe-là, hein, c'est de pouvoir utiliser les 3 dimensions. Les chats adorent effectivement s'en servir et se cacher dedans. Tout en bas à droite, vous voyez la photo d'un de mes chats qui est en train de dormir sur le dos dans l'arbre à chat. Donc, ils peuvent être tout à fait détendus. Et puis, vraiment, cette exploration en hauteur, vous avez beau vouloir interdire aux chats à aller sur les plans de travail, en fait, eux, ils aiment bien. Et donc, c'est bien aussi de leur donner des endroits où ils peuvent se cacher. Des trucs tout bêtes, hein. Ça peut être des cartons. De toute façon, encore une fois, c'est vraiment là, le maître propose, le chat dispose. Je pense que dans les cachettes, des fois, vous faites des super endroits pour dormir, des super trucs où vous dites que le chat, il va adorer. Rien du tout, le chat, il va jamais dedans. Et par contre, vous voyez les photos que je vous ai mises assez insolites des chats qu'on retrouve dans le bac de croquettes pour chien. Là, c'est dans un carton, un sac de course, un sac à main, le sac d'école de mon fils, une boîte qui était là pour ranger des objets. Là, en bas, vous avez un des chatons dans le frigo. Enfin, voilà, vous les retrouvez n'importe où, les chats, ils font comme ça. Ils adorent ça. Et après, c'est à vous de voir à quel point c'est dérangeant ou pas qu'il y a tel ou tel endroit. Et eux, ils vont aimer faire ça. Un des derniers points qu'on va aborder ensemble, est s'il faut laisser l'accès à l'extérieur ou pas. Là aussi, alors c'est marrant parce qu'en Europe, vous entendrez beaucoup, ah oui, si votre chat ne sort pas, c'est pas bien, il faut lui laisser un accès extérieur absolument, sinon il va être malheureux. Enfin, je suis sûre que c'est des choses que vous avez déjà entendues. Aux États-Unis, c'est complètement l'inverse. Si vous êtes un maître qui laisse son chat aller dehors, vous êtes un maître maltraitant parce qu'il risque de se faire écraser, donc ça veut dire que vous ne faites pas assez attention à lui. Donc, je crois que des fois, il faut être un petit peu raisonnable et faire avec ce qu'on peut. Les chatières, si vous avez la possibilité d'en mettre, si vous êtes en location, vous ne pourrez pas forcément, mais oui, ça peut être bien si on veut laisser un accès extérieur et que l'extérieur, c'est sécurisé pour le chat. On peut aussi aménager des chatières à l'intérieur si on veut pouvoir laisser un accès au chat, par exemple à une pièce et que le chien ne suive pas. Enfin, il y a plein d'aménagements malins comme ça. Si vous vivez avec des chiens et des chats, la barrière pour bébé, c'est assez intéressant pour que le chien ne puisse pas accéder à une certaine partie de la maison et que ça fasse un lieu en fait de sécurité pour les chats quand ils se sentent un peu trop envahis et qu'ils ont envie d'être tranquilles. Maintenant, on a les colliers GPS, donc ça c'est assez sympa quand on décide de faire sortir les chats pour pouvoir en fait les sécuriser et puis pouvoir les faire rentrer le soir et les contrôler. Je vous ai parlé tout à l'heure du rituel d'alimentation. Je m'en sers beaucoup aussi quand les gens laissent sortir le chat pour tout simplement faire rentrer les chats tous les soirs. Ils ont leur petite cuillère de pâté ou de thon chaque soir, c'est le moment où vous pouvez décider de les rentrer pour être sûr qu'ils passent pas la nuit dehors. Et puis, tout ce qui est laisse et harnais, on verra une vidéo juste après. Il y a des gens qui aiment bien l'idée de pouvoir promener leur chat pour donner un accès extérieur. C'est pas forcément une mauvaise idée si vous en avez envie. Et puis maintenant, il y a des barrières anti-fugue qui ont été faites pour les chats qui, si vous n'avez pas envie que votre chat puisse aller jusqu'à la route, il y a des systèmes comme ça qui permettent que le chat puisse pas sortir de votre finalement extérieur. Et là, c'est une cliente qui m'avait envoyé cette vidéo très chouette. Elle était en appartement, mais elle voulait pouvoir donner accès à ses chats. Donc, vous voyez, la petite échelle, elle l'a fait elle-même. Et du coup, les chats, voilà, vous voyez qu'ils descendent. Et les chats, c'est un de ces autres chats qui remonte. Et vous voyez qu'ils sont quand même dégourdis, ces chats. Là, c'est presque une échelle. Et en fait, ils ont appris très, très vite à descendre, remonter. Et puis, elle en avait un qui descendait, qui allait beaucoup plus souvent dehors que l'autre. Donc là encore, elle a mis ça à disposition des chats et puis ils se sont débrouillés tout seuls. Ça, c'est un ami à moi qui montrait comment donc lui, il habite à Versailles et il se promène, il est en appartement, il a 2 chats dans un appartement de à peu près 50 mètres carrés et il avait vraiment la sensation que ces chats
avait envie de sortir, il chassait beaucoup à l'intérieur les mouches, et voilà, il avait cette sensation, donc il a habitué son chat au harnais. Et puis, il fait la démonstration, comment il met le chat dans le harnais. Donc là, il a une attache pour le mettre à l'intérieur. Donc, il a fait ça progressivement. Il a pris plusieurs jours pour y arriver et l'habituer. Et puis, il a mis son chat donc, dans le sac. Au début, il fermait le sac, mais il s'est rendu compte que le chat n'arrêtait pas de miauler. Donc, c'est ce qu'il explique là en substance. Et du coup, ce qu'il a décidé, c'est... je vais vous l'expliquer moi, je sais que c'est dans la vidéo. Donc, il expliquait que le chat miaulait beaucoup quand il fermait la caisse de transport. Donc, il a décidé de laisser ouvert. Le chat, il est accroché par une lanière à l'intérieur, donc c'est sécurité quand même. Et en fait, son chat, il adore venir sur son épaule et il aime bien regarder ce qui se passe devant. Donc, après, lui, ça lui pose pas de problème. Il fait comme ça. Il est très content de promener son chat comme ça. Et donc, on va voir après quand on arrive à l'extérieur dans la sortie du chat. Donc, il a une laisse en rouleur qui permet d'avoir une certaine liberté pour le chat. Évidemment, il faut bien vérifier que votre harnais, le chat n'arrive pas à l'arracher. Et puis, il laisse, lui, il fait 1 heure de balade tous les jours avec son chat. Et il a 2 chats. L'autre chat aime pas trop sortir, donc il ne le promène pas tout le temps, mais celui-là, il aime beaucoup sortir. Et du coup, vous voyez, le chat se balade. Son plus gros problème, c'est en fait des fois où il rencontre des chiens et où les chiens sont pas toujours tenus en laisse. Et du coup, là, il faut vite qu'il récupère le chat. C'est finalement le plus gros danger qu'il rencontre lui dans son environnement. Et le chat, on voit, il passe beaucoup de temps, en fait, ce que ferait un chat qui aurait accès à une maison, il passe beaucoup de temps à se balader, il renifle. Là, vous voyez, c'est typiquement ce que fait un chat dehors. Il va passer 1 minute à regarder un peu plus loin une feuille qui bouge ou potentiellement une mouche qui va arriver. Et voilà, donc c'est du temps qu'il consacre à son chat. Alors, une fois que vous faites ça, par contre, vous êtes un petit peu dépendant, c'est-à-dire que si vous arrêtez de le faire, pour le coup, vous pouvez être à peu près sûr que vous allez générer une grosse frustration chez le chat. Il aimait bien ces sorties-là, donc c'est quelque chose à vraiment réfléchir. Si vous avez envie de faire ça avec votre chat, il faut vraiment que vous ayez la possibilité de le maintenir dans le long terme, parce que sinon, le moment où vous n'allez plus le faire sortir alors qu'il aimait bien ça peut être plus difficile. Et là, son chat, il essaye de le rappeler, mais le chat ne veut pas venir, c'est la fin de la balade. Mais non, le chat n'a pas l'air d'avoir envie de venir. Et pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le chat a bien mieux dressé son maître que l'inverse. Et en fait, le chat voulait que mon ami revienne et voilà, il voulait monter sur son épaule. Donc, il a tout à fait réussi à avoir ce qu'il voulait. Un dernier point sur la caisse de transport. Alors, je sais que j'imagine qu'il y a beaucoup de chats parmi vous, parmi vos chats, qui n'aiment pas aller chez le vétérinaire, voire qui détestent la caisse de transport. C'est un vrai sujet. Je vais vous parler d'une étude qui me paraît vraiment importante parce qu'elle montre quelque chose de très intéressant. En fait, c'est des chercheurs qui ont fait un protocole où ils ont pris 22 chats et c'est des chats où ils ont fait une première visite vétérinaire pour eux. Dans le groupe 1, ils ont habitué les chats à la cage. Donc, sur 6 semaines, ils devaient rentrer avec des friandises de chat dans la cage. On verra après comment. Et dans le groupe 2, il n'y avait aucune manipulation. C'était le groupe contrôle. Et donc, ensuite, ils sont allés mesurer le stress du chat pendant la visite vétérinaire. Et ils ont fait une prise de température, rythme respiratoire, pour voir comment ça se passait au moment de la visite. Et donc, la seule différence entre les deux groupes, c'est qu'il y a un groupe où ils les avaient habitués à rentrer dans la caisse en leur disant « va dans ta caisse », et l'autre groupe où on n'avait rien fait. On les avait juste mis comme ça dans la caisse, comme probablement beaucoup d'entre vous ont fait pour leur chat. Et dans le chat du groupe 1, on a une diminution, donc ils avaient un score, peu importe, mais un score de mesure du stress du chat, qui est un score où on observe les postures de stress du chat, pendant le transport et également chez le vétérinaire. Les chats du groupe 1 donc, ont été habitués à aller dans leur tête. Ils cherchent plus facilement les récompenses alimentaires et ils les acceptent pendant la visite. Je pense que la plupart de vos chats, si on leur sort du thon ou même de la pâtée, ils la mangent pas forcément quand ils sont chez le vétérinaire, notamment si c'est pas la première fois qu'ils y vont et qu'ils ont déjà peur. Et les postures de peur exagérées, elles étaient beaucoup plus visibles dans les chats du groupe 2. L'examen vétérinaire, il prenait beaucoup moins de temps dans le groupe 1 parce que les chats, en fait, bougeaient beaucoup moins, se laissaient faire et c'était beaucoup plus fluide. Et il y avait une différence de température rectale entre le départ et l'arrivée qui était plus grande dans le groupe 2. Donc, visiblement, le stress pendant la visite était beaucoup plus élevé dans les chats qui n'avaient pas été habitués. Donc, c'est tout bête, en fait, cette histoire de caisse de transport, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Il n'y a pas besoin, justement, d'aller habituer le chat sur des visites ou faire des choses compliquées.
C'est simplement souvent parce qu'on n'a pas l'idée de le faire pour un chat, comme on habituerait beaucoup plus un chien à s'asseoir ou des choses comme ça. En fait, c'est très facile à faire. Donc là, je vous ai fait 2 petites vidéos. C'est mon fils qui a 12 ans. On avait une portée là, il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois, et la petite chatte que vous voyez, elle a 3 mois et demi. Donc au début, on avait mis la caisse ouverte pour la faire monter dedans. Vous voyez, on a mis une petite couverture, on a tout simplement mis des friandises dedans. Et après, pour vous montrer comment on faisait, donc on a fermé la caisse. Et donc là, il met des petits bouts de friandises, il lui montre dans la caisse. Vous allez voir comment il fait. Et puis, voilà, on laisse la caisse ouverte au début. Je vous ai pas mis toutes les étapes, mais tout simplement pour vous montrer que c'est à la portée d'un enfant de 12 ans. Donc, on lui demande de ressortir, on la tire gentiment. Rappelle pas. Oui, bien. Bien là, ma belle. Donc, vous voyez, elle ne connaît pas ce que c'est, donc elle n'a pas d'a priori négatif. Donc, il lui remet la petite friandise, elle veut la manger tout de suite. Voilà, il met la friandise dans la caisse, donc c'est vraiment tout bête, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Le truc, c'est de le faire 1 minute tous les jours. Et puis, vidéo suivante, c'est le soir suivant, ça c'est le 2e soir, on l'a fait sur 2 jours. Et donc là, le but, c'est de lui apprendre à rentrer quand on lui dit rentre dans la caisse. Donc là, il a caché des friandises déjà dans la cage sans qu'elle le regarde. Et donc, quand la chatte, elle rentre, elle va trouver des choses appétissantes. Elle est très contente d'être allée dans la caisse de transport. Donc, on va la rappeler une fois. Vous voyez, on l'a fait 2-3 fois chaque soir. Et puis après, évidemment, ça, je ne vous l'ai pas mis l'étape suivante, mais l'étape suivante, c'est de fermer la cage, 10 secondes, et puis on la réouvre, on la laisse sortir. Donc, vous voyez, pour qu'elle ressorte et qu'elle ne regarde pas ce qu'on fait, je lui donne une petite friandise. Mon fils a recaché les friandises. Et voilà, le but maintenant, c'est qu'on lui dise va dans la cage et que sans mettre la main, elle rentre toute seule. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué et on arrive à la fin. Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est essayer en réfléchissant, en observant vos chats chez vous, identifier où ils font quelles activités, où est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils se reposent, quels sont leurs champs d'activité. Essayez de voir s'ils sont bien séparés et puis utiliser les 3 dimensions pour aménager l'environnement et même les 4. N'hésitez pas à faire des trucs un petit peu bancal avec des trucs empilés et vous verrez, je suis sûre que les chats apprécient. Et puis, il vous reste à inventer tout ça. Donc, clairement, allez voir un petit peu sur Internet. C'est vraiment rigolo de voir à quel point les gens ont été inventifs pour leurs chats. Moi, je suis souvent assez bluffée de ce qu'ils peuvent proposer. Et puis, vous pouvez comme ça enrichir largement l'environnement de votre chat et ne vous laissez pas culpabiliser si vous êtes en appartement. En fait, il faut sans doute compenser. Vous n'avez pas de champ de blé, ni de musaraigne, ni de sauterelles, mais vous pouvez fabriquer ça en étant un petit peu ingénieux. Et je suis sûre que vous pourrez offrir à votre chat un environnement tout à fait agréable. Et puis, rappelez-vous que si votre chat va mal, que par exemple, si c'est du marquage, qu'il y a des problèmes autour de la litière, autour du surpoids, alors que vous avez suivi ces quelques recommandations que j'ai essayé de vous transmettre ce soir, il faut vraiment pas attendre que ça évolue, que ça se résolve tout seul. Demandez conseil à votre vétérinaire. C'est des problématiques qu'on connaît bien, qui sont fréquentes chez le chat et en général, on trouve des solutions. Voilà, je vous remercie de votre attention et est-ce que vous avez des questions? J'en profite pour presque en avant-première, en fait, c'est la première fois que j'en parle cette année. J'ai écrit un livre sur le chat qui va sortir début décembre, qui s'appelle Comment habiter chez votre chat, et donc il sera disponible probablement à partir du mois de décembre. Donc si ça vous intéresse, je suis sûre que sur les réseaux sociaux, vous en entendrez parler. Et donc c'est un livre qui est destiné effectivement tout public, qui explique ce qu'on a dit ce soir en partie, mais avec beaucoup plus de détails, et qui répondra à vos questions si vous êtes passionné de chat et que vous avez des questions de détails sur le sujet. Je vais couper le partage pour que Esther puisse prendre les questions. Alors, la première question de Virginie Martin. Mon chat ne boit jamais, que ce soit à la fontaine ou dans une gamelle. Je ne sais pas comment faire, j'ai tout essayé. Alors, c'est pas grave, il n'a pas de problème particulier. En fait, le chat, c'est un animal désertique. Donc, à la base, le chat, il peut survivre. C'est pour ça qu'il y a des problèmes rénaux chez le chat. Il est capable de concentrer l'urine d'une manière qui est bien supérieure à la nôtre.
Et du coup, il peut survivre juste avec la rosée du matin en léchant de l'herbe. Donc, que le chat boive très peu, c'est pas grave en fait. Si votre chat va bien par ailleurs et que bon bah voilà il boit peu, tant pis. Après ce qu'on peut faire c'est plus lui donner de la pâtée pour en fait apporter de lui ce qu'il en a besoin. Encore une fois, hein, si c'est un chat qui a des problèmes rénaux, c'est des choses qu'on aime bien faire pour augmenter la prise de boisson. Mais si votre chat va bien, est en bonne santé et boit très peu, bah c'est pas grave. C'est comme ça, il boit très peu. Ma Minette. Donc faut pas vous inquiéter pour autant. Très merci. Berger qui dit ma Minette a différentes gamelles type jouet dont elle ne fait aucun cas. Et alors, elle mange comment? Parce que si la réponse c'est qu'elle ne s'intéresse pas aux gamelles jouets, mais qu'elle a une gamelle normale à côté, j'ai envie de dire, mais moi, si j'ai la pâtisserie boulangerie qui est ouverte, je ne vais pas chasser avec un arc dans la forêt. Donc, pour que le chat il mange avec les jouets pour chat, il faut qu'il ait que ça. Il a accès à une gamelle normale, évidemment, il n'est pas stupide, il va choisir la solution facile. Donc, en fait, si vous voulez qu'il s'habitue aux gamelles jouets, il faut qu'il n'y ait pas d'autre option que ça. Anne Wagner qui dit ma chatte de 9 ans a toujours vécu en maison avec jardin, mais elle ne va jamais dehors, va un peu sur la terrasse si on est à l'extérieur, semble avoir peur. On l'a adoptée à la SPA à 2 mois après une naissance en Guadeloupe. Oui, bah alors pour moi, c'est un signe effectivement d'un chat qui a peut-être trop peur. La question, c'est est-ce que par ailleurs, à l'intérieur, elle a bien tous ses champs identifiés, si c'est une chatte qui marque bien les objets, qui est sociable, qui quand il y a quelqu'un d'inconnu vient au contact, etc. Bah, elle fait le choix de ne pas sortir et elle a l'air bien dans son environnement, pas de souci. Après, dans la description que vous avez faite, on a l'impression qu'elle est quand même très apeurée, cette chatte, et peut-être qu'on a d'autres signes d'anxiété, si elle a été adoptée très loin et qu'elle avait déjà des problèmes avant. Bah, si c'est le cas, ça peut valoir le coup peut-être d'en parler avec le vétérinaire pour voir si c'est pas une chatte qui est anxieuse, parce que ça c'est pareil, des histoires de chats où on se dit ah mais c'est son tempérament. En fait, le tempérament de quelqu'un, c'est quand il est équilibré, on peut parler de tempérament. Par exemple, j'ai un tempérament timide ou extraverti. Par contre, si mon tempérament timide fait que je n'ose pas sortir dans la rue pour faire des courses et que j'ai pas parlé à un être humain depuis 2 ans, c'est plus un tempérament timide, c'est une vraie phobie sociale. Donc après, il faut voir en fait à quel point cette chatte, elle a par exemple des sursauts tout le temps, elle regarde tout ce qui se passe dans la maison, elle est en alerte comme si elle était en zone de guerre. Là, pour moi, c'est exagéré, ça peut valoir le coup de traiter son anxiété, puisque là, il y a aussi des solutions pour qu'elle se sente mieux. Et il y a des chances que finalement, si c'est un problème d'anxiété et qu'elle aille mieux, bah, elle aille un peu plus loin dans le jardin et qu'elle soit un peu plus à l'aise. Donc en tout cas, pour moi, ça vaut le coup d'en discuter avec le vétérinaire pour voir si c'est vraiment une peur normale et modérée ou si c'est une chatte en fait qui a des soucis d'anxiété parce qu'elle a vécu quelque chose de difficile avant, par exemple. Voilà. Merci. Il y a Christine et Dain. On est à nouveau sur l'eau. Anne, elle nous répond, elle est très à l'aise à l'intérieur, sociable avec les enfants, n'est pas anxieuse dans la maison. Bah, si elle va très bien dans la maison, elle va très bien. Et pareil, tant mieux pour vous. Visiblement, c'est des signes qu'elle va bien. Il y a des chats qui préfèrent rester à l'intérieur aussi parce que je l'ai vu beaucoup chez des chats qui avaient vécu dehors et on a l'impression que quand ils découvrent le confort moderne de la vie intérieure avec des croquettes, un lit bien chaud et le radiateur, ils trouvent ça super. Donc, c'est peut-être juste ça. Christine Edin, à nouveau sur l'eau. Ma chatte de 3 ans ne veut pas du tout boire dans la fontaine à eau. Oui, et ben voilà. Tant pis, la chatte ne veut pas boire, bah, ranger la fontaine, essayer autre chose. C'est pas dramatique en fait. Enfin, là encore, je crois qu'il faut garder. Moi, je sais que mes chats, on leur a acheté des fois des super arbres à chat, des trucs, et au final, on est dépité de voir qu'ils vont pas dans ce qu'on leur a acheté, et que par contre, quand on a un carton qui traîne, qu'on a oublié de ranger depuis 3 jours, ils vont dedans, ils jouent avec comme si c'était formidable. Donc, des fois, voilà. Le chat reste le roi à la maison, et c'est vous qui habitez chez votre chat. Donc, il a choisi que c'était comme ça, c'est comme ça. Il y a Christiane Johan qui nous dit j'ai adopté un chat qui a 8 ans, qui était en famille d'accueil avec d'autres chats et qui ne s'intéresse pas du tout aux jouets achetés, y compris l'arbre à chat. Je pense qu'il doit se défouler dans le jardin. C'est possible. En fait, c'est sûr que le chat qui a accès au jardin, il a finalement accès à des jouets naturels dehors, à des lieux d'observation. Je vous ai mis des photos à chaque fois qui montraient ce que les chats pouvaient faire à l'extérieur. Vous avez vu beaucoup de chats perchés sur des arbres. C'est vrai que moi, j'ai des chats qui peuvent sortir chez moi et des jouets.
Ils jouent assez peu en intérieur. Par contre, je vais les voir jouer avec des fois des brins d'herbe, des trucs dehors. Bon, bah, ça, là encore, en fait, faut considérer que l'environnement du chat, soit ça va être, si vous êtes en appart juste à l'intérieur, soit ça va aussi être composé de ce qui est à l'extérieur. Et c'est vrai que les chats qui ont accès extérieur, il y en a beaucoup qui vont profiter des branches, qui vont faire ça comme des jouets, enfin, des jouets naturels, en fait, voilà. Donc, l'essentiel, c'est qu'ils jouent de temps en temps, en fait. Christine Hédin, ma chatte ne s'intéresse pas du tout à son arbre à chat, elle préfère mes mâles en osier. Pour faire ses griffes, notamment. Alors, pour les griffes, alors la question c'est est-ce qu'elle se repose près de la malle en osier? Si elle a choisi ça comme lieu de repos, bah là c'est pas simple en fait, parce que ça veut dire qu'elle se sent mieux là-dessus et qu'elle préfère. Dans les astuces qu'on peut conseiller, c'est de rapprocher le lieu que le chat, si la malle en osier, on peut la bouger, la rapprocher de l'arbre à chat. En fait, quand ils font leurs griffes, les chats, ils déposent des phéromones. Donc, si vous arrivez à avoir des petits lambeaux de malle en osier, à les coller sur l'arbre à chat, en fait, les phéromones vont l'inciter à aller sur l'arbre à chat de cette manière-là. C'est un peu, là aussi, c'est un peu la méthode débrouillez-vous en faisant vous-même à la maison. Il y a un produit qui est sorti qui s'appelle le Fediway Scratch, qui est justement un produit qu'on est censé badigeonner sur les arbres à chat et qui, statistiquement, incite les chats à aller sur l'arbre à chat. Après, c'est très compliqué si vous voulez vraiment qu'elle aille plus sur la malle en osier, mis à part enlever la malle en osier complètement, l'inciter à aller ailleurs et puis la remettre quand elle a trouvé un autre endroit qui vous convient mieux. C'est très difficile parce qu'en fait, l'osier, c'est assez proche des petites ficelles là, qu'ils mettent sur les arbres à chat. C'est quelque chose qui attire énormément les chats. Et donc là, c'est assez difficile d'empêcher absolument le chat d'aller à cet endroit-là, s'il a estimé que c'est un endroit qu'il aimait bien. Voilà. Camille Etcheverry, bonjour, notre chat de bientôt 1 an est tombé de notre rebord de fenêtre il y a 4 mois. Nous habitons dans un appartement au premier étage. Nous l'avons retrouvé après qu'elle soit tombée. Depuis, nous ne lui permettons plus de sortir sur le rebord. On a dû nous la laisser y retourner en suivant. Pouvons-nous le faire maintenant? Alors oui, alors de toute façon, le risque zéro sur les balcons, il n'existe pas. D'ailleurs, nous, c'était des choses fréquentes qu'on a en clinique vétérinaire. On appelle ça des chats parachutes. Des fois, ils tombent du 14e étage. Donc oui, ça peut arriver. Je pense que ça arrive d'autant plus quand ils sont jeunes et des fois, ils se loupent, ils veulent chasser un truc ou ils ont vu un oiseau passer. À mon avis, ils se ratent un peu comme ça. Et en tout cas, oui, je comprends tout à fait parce qu'il n'y a rien qui peut garantir que ce chat ne refera pas ça et c'est évident que ça fait vraiment très peur quand ça arrive. Il peut y avoir des solutions de mettre ce que je vous ai montré, là, les petites grilles qui sont recourbées ou après de laisser le chat sortir sous surveillance avec potentiellement, en étant à côté, ce genre de choses. Mais oui, la garantie absolue n'existe pas. On peut mettre des filets aussi qu'on accroche au balcon du dessus pour l'empêcher de tomber. Après, en général, en grandissant, ils sont moins gauches, mais honnêtement, moi, j'ai vu des chats adultes tomber du 10e étage, donc je crois que ça peut encore arriver. Oui, à faire avec la plus grande prudence, surtout si c'est déjà arrivé une fois. Le marquage urinaire, donc Laetitia Pereira, le marquage urinaire se fait aussi par une femelle de la même façon qu'un mâle? Alors, beaucoup moins chez la femelle. C'est-à-dire que statistiquement, je vous ai dit, 70 fois par heure pour les mâles non castrés. Chez la femelle, c'est moins. Mais par contre, mâle ou femelle, les deux vont marquer avec du marquage les bordures du territoire quand même. Parce que en dehors du rôle que ça peut avoir dans les relations sexuelles ou pour l'accouplement, le marquage urinaire, il sert à tous les chats dans l'aspect territorial de marquer en fait leur environnement. Donc oui, c'est aussi chez la femelle, et je ne l'ai pas précisé, mais c'est une question très intéressante. Les femelles en chaleur, au moment des chaleurs, elles vont faire beaucoup de marquage urinaire, beaucoup plus que hors période de chaleur. C'est d'ailleurs une des premières raisons. Nous, on nous appelle en disant « Oulala, ma chatte est en chaleur, c'était une jeune chatte. Elle miaule depuis ce matin, ça n'arrête pas, c'est insupportable. Et en plus, elle a fait pipi partout. » Enfin, voilà. Donc le marquage urinaire, aussi chez la femelle. Il y a encore beaucoup de questions, donc je ne sais pas si on va toutes les traiter oralement ce soir. Peut-être qu'on finira par répondre par mail. Sophie Dez, bonjour, j'ai une chatte qui a 15 ans, seule au début.
Elles sont 2 depuis 8 ans. Depuis, cette vieille chatte me fait des marquages urinaires fréquents et aléatoires concernant les endroits, même si souvent c'est sur le bas d'une vitre, derrière l'évier ou de la cuisine, à l'arrière des plaques de cuisson sur la plaque vitrée, le long des plaintes. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de mettre des gamelles avec des croquettes un peu partout. Et du coup, elle trouve toujours endroit. Et elle dit ensuite, également, j'ai remarqué quand je pars plusieurs jours, même si quelqu'un vient chaque jour et plusieurs fois par jour. Ouais. Oui, alors en fait, alors après, encore une fois, hein, toutes ces choses-là, c'est vraiment à discuter dans le cadre d'une consultation. Et là, je réponds, je vous donne l'idée qui me vient comme ça et pour essayer de vous orienter, mais c'est vraiment à discuter avec un vétérinaire qui fait des comportements notamment. Là, on a l'impression si j'ai bien compris l'histoire, qu'on a une chatte qui se met à faire du marquage depuis qu'il y a une autre chatte avec elle. Donc, je vous l'ai dit, hein, le chat, c'est un animal à tendance solitaire. Donc, en fait, même si nous, humains, on se dit, non, mais attends, mon pauvre chat, il est tout seul toute la journée, il s'ennuierait moins si j'en prenais un deuxième, parce qu'il pourrait faire la fête avec lui. Ça, c'est une vision d'humain. La vision du chat, c'est plutôt, tiens, il y avait un autre chat, l'autre chat est mort, je vais sabrer le champagne ce soir parce que c'est trop cool, maintenant, j'ai tout l'appart pour moi tout seul, quoi. Donc, parce que le territoire, il a plus à le partager. Donc, en fait, chez le chat, il faut bien se rendre compte que pour un chat, c'est plus facile d'habiter avec un chien ou un humain, que d'habiter avec un autre chat. Puisque l'autre chat, il va lui déposer des phéromones félines partout et il va lui pourrir son environnement, alors que nous, on ne fait pas ça. Donc, il y a des chats qui vont le tolérer très bien et c'est peu prévisible, et il y a des chats que ça va déranger. Et l'impression qu'on a dans l'histoire qui est racontée par cette personne, c'est que sa chatte, qui était très bien quand elle était toute seule, l'arrivée du deuxième chat, ça l'a perturbée. Et du coup, depuis, elle essaye d'exprimer qu'elle se sent pas très bien, que il y a un chat de trop, il y a des phéromones en trop, le canapé, il n'a pas mon odeur quand il faudrait qu'il l'ait. Enfin, ça, c'est très perturbant. Et donc, elle essaye d'exprimer ça. Et en plus, ces problèmes-là, en général, ils s'aggravent avec le temps parce que elle devient anxieuse parce qu'elle se sent pas bien, parce que ces éléments d'environnement sont pas avec son odeur à elle, sont pas apaisants du coup. Et donc, elle en fait de plus en plus, mais l'autre chat, elle s'en va pas. Donc, la cause, elle n'est jamais résolue. Et du coup, ça mène à des états anxieux. Les états anxieux, il faut les traiter. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas garder les deux chats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des solutions. Mais à mon avis, pour résoudre, en fait, en essayant de mettre des gamelles, du coup, la chatte, elle va pas faire pipi là où elle mange. Donc, oui, elle va pas faire sur la gamelle. Mais elle va trouver d'autres endroits parce que son mal-être, il faut qu'elle l'exprime. Et du coup, il faut vraiment travailler sur l'aspect en fait anxiété et résoudre son anxiété. Et en général, les vétérinaires comportementalistes peuvent faire très très bien. Et après, les chats arrivent à cohabiter. En gros, ça va redonner un peu plus de tolérance quand elle sera plus anxieuse. Cette chatte, elle arrivera à supporter la vie à vie. Voilà. Mais typiquement à discuter avec un vétérinaire. Bon, je prends encore 2 questions et après on répond les autres par écrit parce que sinon on va y passer toute la soirée. Après je répondrai par mail. Voilà, il y avait Nathalie Télémac, les jouets du commerce ne sont-ils pas dangereux? Alors, les jouets du commerce ne sont pas dangereux. Là encore, je pense qu'on peut en trouver des dangereux. Les jouets pour chat, ils sont plutôt bien faits. Après, si vous avez un chat qu'on est au point de dépioter la moindre balle que vous lui donnez, c'est pas très normal qu'il en vienne à ce point-là à être violent avec le jouet. Honnêtement, les chats qui ingèrent des jouets, c'est rarissime dans ce qu'on voit qui est amené dans les urgences. On voit beaucoup plus souvent les chats qui avalent des ficelles ou des élastiques. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les chats. Et ça reste pas normal. Hein. C'est-à-dire que le chat qui avale un élastique, ça reste problématique. Il ne devrait pas faire ça. Donc, il faut s'en occuper. Souvent, c'est des chats qui manquent de contrôle, qui sont beaucoup trop impulsifs, voire hyperactifs. Et du coup, ils vont aller beaucoup plus loin que ce qu'ils devraient. Donc, ils vont glisser, mordre dans le jeu. Ils vont attaquer les propriétaires. Ils vont être très vite frustrés. Et ils vont potentiellement manger des élastiques pour cheveux, manger les câbles. Voilà, ce genre de tableau-là, c'est pas. Si vous avez un chat comme ça à la maison, c'est pas normal qu'il fasse ça. Voilà. Dernière, Zuleka Bentoumi nous demande: je dépose parfois pour quelques jours mon chat chez ma sœur qui vit en maison et qui a un autre chat avec qui il s'entend globalement bien. Lorsque je viens le récupérer pour l'emmener à mon appartement, il se cache et se recroqueville avec pupille dilatée et pelage gonflé. Pourtant, il est bien chez moi par principe. Ouais, alors peut-être qu'il a passé un bon moment dans la maison et qu'il n'a pas forcément envie de rentrer ou voilà. Après, je crois que la phrase à retenir, c'est pourtant il est bien chez moi. Si chez vous il va bien, enfin
Après, on n'a pas parlé de la durée, mais quand on doit déplacer un chat pour les vacances, c'est aussi des questions fréquentes. Je vous ai dit que le chat, il accordait beaucoup d'importance à son territoire. Bah, si vous devez le déplacer pour 3 jours, en fait, souvent, il vaut mieux le laisser chez lui et que quelqu'un vienne le nourrir que de l'emmener 3 jours dans une pension pour chat, parce que de toute façon, ça va le perturber d'être déplacé, parce que ces marquages apaisants, il les aura plus. C'est aussi pour ça que le chat, quand on l'emmène chez le vétérinaire, ça se passe très bien avant la puberté pour la plupart des chatons. Dès qu'on arrive à l'âge adulte, le fait d'être sorti de son territoire va être un traumatisme beaucoup plus grand que ce qu'on créerait chez un chien. Et c'est aussi pour ça que c'est plus difficile les visites vétérinaires chez le chat adulte. Donc là-dessus, il a peut-être passé un bon moment à l'extérieur à sortir, à jouer avec l'autre chat. Il est un peu frustré de vouloir revenir. Je crois qu'il faut garder en tête qu'il est bien chez vous et qu'il arrive à faire la part des choses. Donc il a l'air plutôt adaptable, ce chat, pour arriver à changer de maison comme ça et à vivre quand même avec un congé. Voilà. Un grand merci Sylvie. En tout cas, c'était passionnant quand je vois les réactions, les nombreuses réactions. Je vois que ça a vraiment beaucoup intéressé nos auditeurs, nos téléspectateurs ce soir. Un grand merci. On vous répondra par email aux autres questions. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. En tout cas, elles seront enregistrées, vous inquiétez pas, on y répondra. Encore un grand merci. Vous pourrez donc retrouver cette webconférence. Le replay sera disponible, vous allez le recevoir automatiquement par mail, et aussi vous le retrouverez sur la chaîne YouTube VetinWeb et la chaîne YouTube MyVetShop. Donc n'hésitez pas, il y a aussi d'autres conférences du Dr Masson sur ces chaînes-là, donc profitez-en. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve début décembre pour une nouvelle webconférence VetinWeb. Bonne soirée et encore merci et au Dr Masson pour cette passionnante soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.